That's good. Salut tout le monde. Alors, chose promise, chose due, je vous avais demandé si vous vouliez faire une FAQ, et donc ça va être l'objectif de cette vidéo. Je vais essayer d'être exhaustif, mais il y a pas mal de questions au final. Questions qui sont assez variées d'ailleurs, il y a des choses très sérieuses et très techniques, même certaines questions qui m'ont demandé de me documenter, et d'autres beaucoup plus triviales, et en fait j'aime bien les deux, je trouve ça cool, c'est un peu ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. Donc on va commencer par les questions Twitter. La première c'est celle de Stupéviant, qui me demande c'est quoi le film qui t'a le plus marqué lors du mini-festival ciné avec AG au Club de l'Étoile, et pourquoi? Je t'avais repéré, mais je voulais pas déranger sur le moment. Alors déjà t'aurais pu venir me saluer, il y a pas de souci. Et alors le film qui m'a le plus marqué, moi j'étais pas là sur tout l'événement, hein, donc pour info, Antoine Goya avait organisé un événement ciné fin octobre dans un cinéma qui s'appelle le Club de l'Étoile, c'est dans le 17e arrondissement de Paris, et donc il a projeté plusieurs films sur tout le week-end. Moi j'étais là que le vendredi soir, donc j'ai vu que 2 films. Moi j'ai préféré le premier, qui était donc All Joy de Kelly Reichardt, mais parce que je pense que les 2 films avaient pas la même ambition. Le second c'était 4 aventures de Renette et Mirabel de Eric Romer, qui était vraiment en plus sur un format particulier, parce qu'en fait c'est 4 aventures vraiment. Donc voilà, j'ai apprécié pas mal les deux, ils étaient assez différents, mais j'ai préféré le premier. Question suivante, donc c'est Monsieur Mister Poisson, je pense qu'on doit dire, qui me demande « Penses-tu que les travaux de Freud sont toujours pertinents à citer de nos jours, et surtout comme prisme d'analyse pour l'art ?» Alors je suis pas super compétent à mon avis pour répondre à cette question, et justement il y a Marmotte Garou qui a réagi, qui disait tu parles ici de la sublimation, si le sujet t'intéresse, les travaux sur les médiations thérapeutiques par l'art sont intéressants, c'est à superposer avec les théories groupales, mais c'est intéressant. Je pense que ce que dit Marmotte Garou est probablement beaucoup plus pertinent que ce que moi je pourrais avoir à dire. À mon avis, le sens de ta question, Mister Poisson, c'est par rapport au fait que je suppose Freud en psycho est quand même un peu contesté, et du coup, ben là-dessus, moi, ce que j'aurais à dire par rapport à justement ta question sur un prisme d'analyse pour l'art, c'est qu'en fait, c'est pas forcément très important, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des croyances qui sont réfutées ou qui sont pas forcément très carrées comme prisme d'analyse pour l'art. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Donc ensuite la question suivante sur Twitter, elle nous vient de Ordali du Voyageur, qui a une chaîne où il fait beaucoup un peu des top 10 PLS, mais un peu qui viennent de tout bord politique, donc c'est assez marrant. Ordali du Voyageur qui me demande, toi aussi t'as pas de volet, donc je pense que ça fait référence à ces rideaux qui sont pas super télégéniques. Oui, j'ai pas de volet effectivement, donc je fais avec ce que j'ai. Je pense que l'idéal en termes de fond, ce serait que j'ai un fond vert, mais pour l'instant, voilà, je laisse ça. Bon, après ils sont occultants, donc ça va, la lumière ne passe pas trop à travers. Question suivante qui vient de Anticapitalocide. Verrons-nous un jour une vulgarisation de la cliodynamique sur votre chaîne YouTube? Alors du coup, ça fait partie des questions où j'ai dû me documenter un peu pour y répondre, parce que je ne savais pas ce que c'était que la cliodynamique. Du coup, je suis tombé sur un site, je crois, de l'association française de cliodynamique, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais vous lire la petite définition que eux ils proposent sur leur site. La cliodynamique, de Clio, la muse de l'histoire, et de dynamique, le mouvement, est un champ d'études interdisciplinaire jeune à la jonction entre les sciences sociales et les sciences du système, ayant pour ambition d'étudier l'histoire par l'étude des processus sociaux, économiques, écologiques et politiques qui y prennent place, et de leurs interactions. Ce programme est permis par la récente émergence d'outils informatiques, statistiques et théoriques, permettant de mieux appréhender la complexité des sociétés. Donc ça a l'air assez intéressant, et du coup pour répondre à ta question Anticapitalocide, c'est pas du tout prévu, mais moi j'ai vocation à sortir de mes domaines de prédilection. En revanche, j'ai toujours peur de parler de choses que je maîtrise pas, donc en fait le format idéal pour ce genre de choses, ce serait probablement que j'ai quelqu'un qui connaît un peu ça pour en parler. Mais oui, avec plaisir. Et donc dernière question Twitter, qui vient de Marmotte Garou, que je salue, qu'on a vu un peu plus tôt déjà, qui me demande « Pourquoi tu es le plus beau emoji clown ?» Alors bon, ça m'a fait rire, ça contrebalance, parce que quand tu produis du contenu sur internet et que tu mets ta tronche, tu vas te prendre des petites réflexions, et c'est le jeu, y a pas de souci, mais tu vas te prendre des petites réflexions sur ton physique. Il y a un mec sur TikTok qui m'avait dit que j'avais une gueule à m'être fait rouler dessus par un 3 tonnes 5 par exemple, ce qui est pas toujours sympa, donc c'est marrant d'avoir un troll, même si c'est du troll qui est un peu positif, comme c'est le cas ici. Et en plus, quand j'ai lu ton commentaire, Marmotte Garou, il m'a fait penser, je me suis dit, putain, ça m'a rappelé Ecce Homo de Nietzsche, que je vous conseille si vous l'avez pas lu, et en fait c'est un peu un ego trip, et les sous-parties de Ecce Homo sont pourquoi je suis le plus sage, pourquoi j'écris les meilleurs livres, etc. Donc on pourrait imaginer un Ecce Homo 2.0 avec un volet qui serait pourquoi je suis le plus beau, enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Et du coup on va passer aux questions Insta. J'ai pas beaucoup de gens, seulement le futurologue qui m'a posé plusieurs questions, futurologue que je salue d'ailleurs, Shaiman, on n'a pas pu se voir quand t'es passé à Paris, mais j'apprécie ce que tu fais, je vous conseille sa chaîne d'ailleurs, le futurologue. Et donc le futurologue sur Insta, tu me demandais plusieurs choses, on va essayer de regrouper un peu les questions. Notamment, quel est l'objectif derrière tes vidéos? Est-ce que tu aimerais en vivre? As-tu un objectif qui te dépasse? Si oui, lequel? Donc j'ai rassemblé un peu tout ça. Alors déjà, pour répondre à la partie sur le est-ce que tu aimerais en vivre? Oui, ça fait partie du projet. Idéalement, si je pouvais faire plus de YouTube et moins de rédaction
parce que c'est ce que je fais à côté, oui, j'en serais très content. D'autre part, quel est l'objectif derrière tes vidéos, et est-ce que tu as un objectif qui te dépasse? Tout ça c'est un peu lié à ce qu'on évoquait plus tôt, c'est-à-dire que j'ai un objectif qui est à la fois égoïste et altruiste, je dirais, dans le sens où en fait cette chaîne pour moi ça a été une façon aussi de me reconnecter avec des choses amélioratives, on va dire, sur le plan intellectuel, pour moi, donc ça c'est un peu égoïste, et en même temps de les partager avec d'autres gens, et ça c'est plutôt altruiste. Et donc c'est un peu ça en fait, c'est de faire découvrir des choses aux gens que je trouve intéressantes, et moi-même de progresser de cette manière-là. Et si en plus il peut y avoir de la réciprocité, et c'est déjà le cas, si en fait moi on me fait découvrir des choses de la même manière, c'est voilà, gagnant-gagnant quoi. Et donc ensuite tu me demandais sur quel point es-tu en désaccord avec Spinoza, et je pense que c'est une excellente question. Et justement dans le traité politique, c'est un ouvrage qui est inachevé en fait, le traité politique, mais à la fin du traité politique, Spinoza a des propos quand même assez misogynes sur le fait que en fait pour lui les femmes ne sont pas faites pour gouverner quoi. Donc là-dessus je suis pas d'accord avec lui. Et en fait c'est pas grave, la philo n'étant pas une religion, c'est pas sacré en fait. Et donc tu peux lire un bouquin et dire putain c'est génial, et puis là, page 42 là, il dit un peu de la merde quand même, mais en même temps en fait il vivait il y a 400 ans, bon il avait peut-être pas tout compris, tu vois. C'est pas immuable, et je trouve que c'est ce qui est beau avec la philo. Voilà pour les questions Insta, et du coup on va passer donc aux questions YouTube. Juste avant ça, j'avais 2 questions qui m'ont été posées plus tardivement par Ivan Drago sur Twitter, qui me posait des bonnes questions, donc j'ai retourné cette vidéo exprès pour inclure ces questions, et donc je vais vous les lire tout de suite. Alors donc Ivan me demandait: salut, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'avais potentiellement 2 questions pour la FAQ. Primo, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne YouTube et ton podcast, et qu'est-ce qui te motive pour continuer? Et secondo, envisages-tu des formats plus interactifs via des plateformes comme Twitch ou Discord? Merci encore pour tes vidéos. Donc c'est une très bonne question, je sais pas par où commencer, peut-être par rapport à Twitch et Discord. Alors oui, c'est un projet surtout de Discord en fait, je suis en train de créer un Discord mais je suis un peu lent par rapport aux gens qui connaissent ma chaîne, qui ont envie de partager des trucs avec moi, ce sera l'objectif. Et après, pour Twitch pourquoi pas, mais il faudrait que je trouve un format qui s'y prête quoi. Et donc pour ta première question, c'était qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne YouTube et ton podcast, et qu'est-ce qui te motive pour continuer? Alors là c'est des choses un peu personnelles, mais je pense que c'est quand même marrant ça me fait sourire parce que en fait j'allais pas très bien quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, suite à une rupture amoureuse notamment, voilà. Les expériences douloureuses sont parfois transformatives, et elles permettent de faire des choses intéressantes, et là c'était le cas. Ce qui me motive à continuer, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que c'était assez vertueux, c'est ce que je disais plus tôt, c'est que moi ça m'a permis de me reconnecter, comme je disais, avec des choses intellectuellement stimulantes, donc c'est ça qui me motive à continuer. Voilà pour donc les questions de Ivan, merci encore, et je pense que vous verrez peut-être Ivan, alors je sais pas si on le verra, mais en tout cas vous entendrez peut-être Ivan, il est en projet qui vienne discuter avec moi dans le podcast. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et donc du coup maintenant on va passer aux questions YouTube, donc je vous l'ai dit c'était là où il y avait le plus de questions. Et on commence avec la question de Seyman qui demande: pourrais-tu nous décrire ton parcours scolaire et idéologique? Alors je vais essayer de faire vite. Scolaire, contrairement à ce que certains pensent, parce que je parle de philo, moi j'étais pas, enfin ça dépend quand, mais globalement j'étais pas bon élève tellement. J'ai même retapé par exemple ma seconde, pas très adapté au système scolaire on va dire. Avant ça allait parce que j'avais des facilités, et puis par contre la fin de mes études c'était bien aussi parce que quand j'étais en communication, notamment quand j'étais en master de communication politique, là j'étais plus mature, et puis j'étais plus intéressé par ce que je faisais, donc non là j'étais, non seulement j'étais bon élève, j'avais des bons résultats, mais en plus j'étais assidu, j'allais en cours, etc. Voilà pour le scolaire. Et l'aspect idéologique, je me suis intéressé à la politique au lycée, beaucoup de garçons, les nanas sont peut-être matures un peu plus tôt, mais les garçons c'est plutôt vers 16 ans. Et moi j'aimais beaucoup Besancenot notamment, que je trouvais très bon en débat, au plan rhétorique, il est assez bon, je trouve toujours d'ailleurs. Je suis moins d'accord avec lui aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque, mais voilà, mon parcours idéologique a commencé très à gauche avec Besancenot. Et donc ensuite on a une question de Blas Calvello, qui a une chaîne aussi YouTube, qui parle de philo, d'ailleurs je vous recommande. Blas qui me demande: quel est le livre qui t'a le plus marqué? Quel est ton objectif ultime avec ta chaîne YouTube? Alors l'objectif, je reviens pas dessus, on en a déjà parlé. En revanche, le livre qui m'a le plus marqué, je pense que ça va pas trop surprendre, mais c'est l'Éthique de Spinoza. J'en avais parlé un peu dans mon interview chez L'Obscur, le fils de Bulle, mais ouais, c'est un livre qui est assez important pour moi. J'accorde pas nécessairement en plus la même importance à toutes les parties, parce que c'est un livre assez long. Moi je trouve que les parties finales qui traitent de la liberté humaine sont, à mes yeux, les plus intéressantes. Mais donc voilà, ouais, le livre qui m'a le plus marqué, c'est l'Éthique de Spinoza. Alors ensuite, on a une question de Maxime G qui me demande: qu'est-ce que tu penses de la désobéissance civile? Quelles sont les limites que tu mettrais à la légitimité d'une action de désobéissance civile? Et autre question un peu liée: quelle serait ta société idéale? Comment faire pour y parvenir? Alors la dernière question, c'est extrêmement complexe de répondre à ça de manière concise. Ce que je peux dire, c'est que un axe d'amélioration pour les sociétés humaines, c'est, à mes yeux en tout cas, une meilleure redistribution des richesses. Et ça va me permettre d'embrayer sur justement les questions de désobéissance civile, parce que, notamment je pense au mouvement des Gilets jaunes, je pense que c'était de la désobéissance civile assez pacifique et légitime. Et après, pour la question plus générale sur en fait quelles limites mettre à la légitimité d'une action de désobéissance civile, ça je pense que ça dépend beaucoup du contexte en fait. C'est-à-dire que je pense que face à un pouvoir violent et répressif, la désobéissance civile n'a pas d'autre choix que d'être
elle-même violente. Donc après, bah, c'est toujours une question de jauge. Moi, je pense que Macron n'est pas le tyran que certains disent, hein. Je suis pas fan du tout, j'ai jamais voté pour lui, j'ai voté blanc à chaque fois, mais je pense pas que Macron c'est Hitler, quoi. Donc voilà, est-ce que la désobéissance civile face à Macron a besoin d'être extrêmement violente? Je suis pas sûr, mais ça se discute, hein, je suis ouvert à la discussion là-dessus. Et ensuite, il y a toujours des questions de Maxime qui me demande, donc j'ai des questions plus liées à la chaîne. D'une part, je trouve que tes argumentations font partie des plus cohérentes et des mieux ficelées de celles qu'on trouve sur YouTube, mais j'ai souvent l'impression que tu écourtes tes vidéos et que tu ne vas pas au bout de ton argumentation, qu'il manque quelque chose, que tu pourrais donner plus d'arguments et aller plus loin dans ton analyse. Envisagerais-tu de faire un format plus long, 1 heure, 1 heure et demie, où tu développerais plus tes arguments, et enfin, envisagerais-tu de faire du débat? La raison pour laquelle je fais des formats courts, parce que t'as raison, hein, ce que tu dis c'est tout à fait vrai, c'est parce que en fait j'ai pas forcément le temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais bosser sur de la traduction ou de la rédaction, et donc je peux pas me permettre de faire une vidéo d'1 heure par semaine, alors que j'ai d'autres trucs à faire à côté, quoi. Enfin, donc tu demandais, envisagerais-tu de faire des débats? Oui, bien sûr, moi j'ai pas de problème avec ce format-là. Alors après, je pense que c'est pas le meilleur format pour faire de la pédagogie et transmettre des trucs intéressants, c'est un peu du spectacle, mais je suis pas opposé, bien sûr. Après, c'est toujours la question de débattre, ok, mais avec qui et sur quoi? Tu vois, il faut qu'il y ait les intervenants, que ce soit moi ou d'autres, soient pertinents, quoi. Ensuite, on a une question de Coffee Wine qui demande quel livre pour entrer en philosophie? La philosophie enseignée au lycée, est-ce bien? Y a-t-il une frontière entre le rap et la poésie? Si oui, où précisément? Alors, des questions un peu variées. En vrai, j'ai un peu parlé de rap sur ma chaîne, mais c'est pas un sujet que je suis pas un énorme amateur de hip-hop. Par rapport à ta question sur la frontière entre le rap et la poésie, en fait, je dirais que, justement, le rap, pour moi, était la frontière entre la poésie et la musique. C'est plutôt ça que je dirais, je le formulerais comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Et ensuite, tu demandais quel livre pour entrer en philosophie, et est-ce que la philosophie enseignée au lycée est bien? Je pense que ça dépend beaucoup du prof, mais après, il y a aussi évidemment la question du programme. Je sais pas ce que sont les programmes de philo aujourd'hui, je me suis pas renseigné là-dessus, donc je peux pas te répondre par rapport à aujourd'hui. En revanche, moi, à mon époque, on lisait du Platon, Gorgias notamment, je pense que c'est très bien de commencer par ça, et on lisait un peu du Kant, ça c'est peut-être un peu plus dur. Moi, je recommanderais plutôt, peut-être, en plus de quelque chose comme Platon, peut-être du Descartes. Le discours de la méthode, c'est quand même assez accessible. Et donc ouais, je recommanderais ça, je pense. Ensuite, on a plusieurs questions de NCH que je salue, NCH qui est très sympathique avec moi sur Twitter, donc je te remercie, qui m'a posé plusieurs questions assez marrantes. La première, c'est: as-tu grandi dans une famille religieuse? Si c'est trop personnel, ce n'est pas un souci si tu ne réponds pas. Non, c'est pas du tout trop perso, la réponse est un peu ambiguë, c'est-à-dire que je n'ai pas grandi dans une famille religieuse et je ne suis pas baptisé, par exemple, mais j'ai reçu à certains moments une éducation religieuse parce que j'étais en internat privé catholique à un moment donné, donc j'avais du catéchisme. Avant ça, d'ailleurs, j'ai eu des cours de catéchisme aussi pour mon éducation en fait religieuse. Donc voilà, je connais un petit peu les préceptes catholiques, mais je ne suis pas croyant et je n'ai pas été baptisé ni n'ai grandi dans une famille religieuse. Ensuite, donc toujours NCH qui me demande quel reproche majeur ferais-tu actuellement aux youtubeurs de droite, que ce soit Papacito, Raptor, Valek, etc. Et ensuite, qu'a donc fait Papacito du cadeau que tu lui as offert? Oui, alors ça c'est par rapport à une vidéo que j'avais faite où j'envoyais de la philosophie à Papacito pour l'aider à calmer ses nerfs. Je sais que le colis est arrivé parce que j'avais fait un colis suivi, mais je sais pas s'il l'a reçu ou s'il l'a lu, j'ai pas de news là-dessus. Et ensuite, les reproches que je ferais aux youtubeurs de droite, je pense que ça dépend en fait de l'individu. J'ai été agréablement surpris par la dernière vidéo de Valek. En fait, quand tu vois le titre, tu te dis oh là là, ça va être du go muscu, giga chad, incel, et en fait pas du tout. Justement, c'est vachement plus nuancé que ça. Alors je dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je pense qu'il faut souligner la volonté de nuance, notamment parce que dans cet univers-là de YouTube de droite, c'est quand même plutôt la course à l'extrémisme souvent, et je trouvais ça bien que Valek vienne nuancer un peu ce discours viriliste, un peu neuneux. D'ailleurs, j'ai vu que Paduring avait réagi à ça aussi sur Twitter. Pour ce qui est de Papacito et le Raptor pour moi c'est vraiment... j'essaie d'être diplomate, donc je veux pas être trop méchant, mais ouais, je trouve ça vraiment pas bien ce qu'il fait. Déjà, intellectuellement, je trouve ça pas stimulant, mais en plus, le personnage m'est très désagréable. La façon qu'il a d'être condescendant avec ses critiques, alors qu'en fait, dans ses critiques, il y a des gens qui disent des choses légitimes, je trouve ça pas terrible. En plus, il a quand même des prétentions intellectuelles élevées, et en fait, quand t'écoutes son podcast, c'est pas bon du tout, il y a très peu de fond. Donc non, le Raptor, moi j'ai du mal, et puis en plus je le trouve pas cohérent, c'est-à-dire que même dans ses formats vidéo, il va faire des reproches à la gauche qui peuvent être légitimes, mais qui ne s'appliquent pas à lui-même. Il va dire par exemple arrêter de diaboliser les électeurs de Le Pen et de Zemmour, pourquoi pas, moi je peux être d'accord avec ça, mais à côté de ça, il va passer son temps à insulter les électeurs NUPES, et donc voilà, il faut être cohérent, quoi. Et pour ce qui est de Papacito, Papacito, il me fait plus l'effet d'un mec un peu perdu, en fait, parce que quand on l'écoute, ça se voit que c'est quelqu'un qui est pas idiot. En revanche, ça se voit aussi que c'est quelqu'un qui lit pas beaucoup, et qui du coup ne s'améliore pas, en fait. Donc moi, j'ai plutôt de la sympathie pour lui, malgré que je partage pas du tout ses opinions politiques. Je me dis, en fait, si il se confrontait à des auteurs un peu différents, peut-être qu'il pourrait évoluer vers des choses plus matures, quoi. Voilà, mais c'est mon avis, voilà.
Je sais pas quoi dire de plus sur Papacito. Et donc il y a ensuite une dernière question de NCH qui me demande, la question est ultra random mais j'aimerais trop que tu répondes, est-ce que tu regardes des animés? Si oui, est-ce que tu regardes SNK? Et donc ouais, j'aime bien aussi ce genre de questions, justement ça change un peu de la philo. Donc oui, alors je suis pas un gros spectateur d'animés, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. J'ai lu notamment Dragon Ball en manga, puis j'ai regardé un peu l'animé, j'ai vu aussi Naruto, moi je suis pas trop One Piece, désolé si c'est ton cas, moi je suis plus Naruto que One Piece. J'ai vu aussi Death Note, qui est un classique et que je trouve excellent. Et pour répondre à ta question plus précise, oui, on m'a fait découvrir, alors je pense que la personne ne regardera pas cette vidéo, mais je suis très reconnaissant à cette personne de m'avoir fait découvrir SNK, qui est un très bon animé, je trouve. Esthétiquement, déjà, je trouve ça assez agréable, mais en plus, les thématiques, justement, sont un peu philo, il y a des questionnements sur la guerre, il y a des questionnements sur la justice, la vengeance, qui sont très intéressants, donc SNK, oui, c'est très cool. Et peut-être si je devais faire une dernière recommandation qui est un tout petit peu moins connue, même si tous les connaisseurs d'anime connaîtront, mais un univers que moi j'aime beaucoup, c'est celui de Dick Grayman. Malheureusement, la mangaka, donc Hoshino, a été pas mal malade, je crois, donc ça s'est souvent arrêté, puis ça a repris, puis ça s'est re-arrêté, mais l'univers de Dick Grayman est vraiment cool, donc n'hésitez pas si vous êtes amateur d'anime et que vous connaissez pas, c'est très sympa, je trouve. Ensuite, on a une question de Anne qui demande ton avis sur la quête du bonheur, thème cher à Spinoza, donc là on repart sur de la philo. Peut-on faire une critique légitime de l'eudémonisme sans tomber dans les travers kantiens? Alors c'est plus technique. Si vous connaissez pas ce mot, donc l'eudémonisme, c'est une référence, j'en ai parlé récemment d'ailleurs dans mon podcast, c'est une référence à Aristote en fait. L'eudémonisme, c'est justement cette idée-là en philo que cette discipline a pour vocation d'aider les humains à vivre de meilleures vies, des vies plus épanouies, plus heureuses. Donc ça rejoint justement la question de la quête du bonheur, qui est effectivement un thème cher à Spinoza. Pour moi, c'est très important aussi, je pense que les questions de métaéthique, de type qu'est-ce que c'est que le bonheur, est-ce que vraiment on peut définir le bonheur, c'est des questions qui sont très intéressantes, mais je pense qu'il faut pas être condescendant avec le démonisme, justement. Il faut garder en tête que la mission de la philosophie, en tout cas une des missions de la philosophie, ça peut être d'aider les êtres humains à mieux vivre, et que ça veut pas forcément dire que quand on fait de la philo de cette manière-là, on tombe dans le développement personnel et des trucs un peu mercantiles. C'est pas ça. Et après, par rapport au travers kantien que tu évoques, je suis pas sûr de voir exactement à quoi tu fais référence, sachant que je suis pas un énorme lecteur de Kant, hein. J'ai lu ça un peu au lycée, puis un peu après par intermittence, mais Kant c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise particulièrement, donc je suis pas sûr de voir à quoi tu fais référence précisément. Ensuite, on a plusieurs questions de gens qui me demandent quelle place tient la littérature dans le développement de tes réflexions philosophiques? Tiens-tu la littérature comme sort naturel de la philosophie? Et pour me faire plaisir, lis-tu Louis-Ferdinand Céline? Alors c'est des très bonnes questions. Oui, complètement, la littérature, pour moi, je suis d'accord, enfin je pense que c'est ce que tu penses aussi, et je suis complètement d'accord, la littérature est la sœur naturelle de la philosophie, et je pense qu'en plus les deux se complètent très bien, parce que je pense que la littérature arrive peut-être à toucher l'âme humaine d'une manière plus puissante que ne le peut la philosophie. Et après, par rapport à la place que tient la littérature dans le développement de mes réflexions philosophiques, en fait, elle ne tient pas une place assez importante à mes yeux. J'aimerais qu'elle en ait une plus grande, et justement j'ai récupéré pas mal de e-books gratuits récemment de littérature, notamment française, du Victor Hugo, des choses comme ça. Et par rapport à ta dernière question, non, je n'ai pas encore lu Louis-Ferdinand Céline, pas du tout par idéologie, hein. Je sais que c'est un auteur sulfureux, mais moi ça je m'en fous un peu. C'est quelque chose que je projette de faire, c'est juste que j'en ai pas eu l'occasion encore. Ensuite, il y a plusieurs compliments, je te remercie pour ça, je vais pas les lire, ça me met un peu mal à l'aise. Et donc on va passer à la question suivante. En fait, il y en a plusieurs d'ailleurs de Wally qui me demandent quel jugement portes-tu sur l'hégémonie scientifique dont bénéficient les neurosciences, reléguant au second plan les sciences sociales, sociologie, histoire, anthropologie, etc. Y vois-tu un danger potentiel? Alors je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, je me rends pas compte. En tout cas, si c'est avéré, oui, j'y vois un danger potentiel. Chaque discipline a des choses à apporter, il faut vraiment... Évidemment, hein, il y a des choses qui sont des pseudosciences, mais là on n'est pas dans ce contexte-là. Les sciences sociales, c'est pas des pseudosciences, même s'il y a certains aspects, des théories psychologiques qui peuvent être contestés, mais tout n'est pas à jeter là-dedans, donc oui, je pense qu'il faut essayer de prendre un peu partout là où il y a des choses intéressantes, quoi. Ensuite, tu me demandes où va ta préférence entre philosophie analytique et philosophie continentale. Je sais pas si j'ai vraiment une préférence. Déjà, en fait, j'ai pas lu assez de philosophie continentale pour te dire ça. Je pense que moi, j'ai surtout lu de ces périodes-là, j'ai surtout lu Russell et Wittgenstein, qui sont plutôt analytiques. Mais je crois que, par exemple, genre, si je me trompe pas, Heidegger, c'est de la philosophie continentale. Moi, j'ai pas lu Heidegger du tout. Donc je sais pas si j'ai vraiment une préférence. Et donc ensuite on a une autre question de Wally qui me demande quel style de musique écoutes-tu, quels sont tes artistes et groupes préférés, plus quelques sons que tu aimes particulièrement. Alors là c'est un vaste sujet qu'on a un tout petit peu évoqué plus tôt. Je sais pas si je vais avoir le temps, je pense que je vais être frustré au montage parce que je vais me dire j'ai oublié des trucs. J'ai des goûts, comme beaucoup de gens qui sont assez éclectiques. Je me suis mis un peu au jazz récemment, ce qui est quelque chose que j'écoutais pas trop. J'aime beaucoup aussi le punk rock, notamment le punk rock français. J'ai aussi écouté beaucoup de rock.
Enfin, c'est vraiment très très vaste. Si je devais citer un seul groupe, je pense que ce serait The Police, donc le groupe de Sting, Andy Summers et Stuart Copeland, parce que je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'assez fou, en ce sens que c'était à la fois très populaire, et en même temps c'était très profond, je trouve. Leurs textes sont très bien écrits, notamment les textes de Sting, c'est surtout Sting qui écrivait les textes, et il écrivait magnifiquement bien, je trouve, enfin il écrit toujours très bien d'ailleurs, mais en plus c'est riche aussi mélodiquement, il y a plein d'influences qui se mélangent, il y a des influences caribéennes, avec les percus, il y a des influences un peu aussi moyen-orientales, parce que Copeland, donc le batteur, était, je crois qu'il était fils de diplomate, donc il a vécu au Moyen-Orient un petit peu. Andy Summers fait des choses incroyables à la guitare, donc ouais, un groupe que je trouve incroyable vraiment, mais il y aurait 1000 choses à citer en plus. Récemment, en musique un peu électronique, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Clara Lassan, qui fait des choses absolument magnifiques, je trouve, elle écrit très bien aussi, elle a une très belle voix en plus, qui est un style un peu en plus à la frontière entre ouais, une musique un peu électronique et des choses qui vont rappeler peut-être un peu des trucs populaires du début des années 2000, tu vois, genre du R&B, ce qu'on appelait R&B à l'époque. Donc c'est assez particulier, mais je trouve ça génial. En jazz, j'aime beaucoup ce que fait Louis Cole, je trouve que c'est un musicien incroyable, notamment son groupe Nowhere, et c'est génial ce qu'ils font, je les ai vus en concert il y a pas longtemps à Paris. Et puis après, bah, en fait, il y a même des petits groupes que j'aime bien, j'ai des amis qui font de la musique, un groupe notamment que je vous recommande qui s'appelle Staircase Paradox, je pense que ça le fera marrer que je cite l'ami Billy, qui ont en plus des clips assez barrés que je vous recommande. C'est un univers un peu pareil, à la frontière entre certaines influences peut-être un peu new wave, certaines influences un peu électronisantes aussi du rock un petit peu, enfin c'est très sympa. Donc voilà, mais en vrai il y aurait 1000 trucs à dire, en plus je vais en oublier la moitié, mais voilà, déjà là t'as quelques éléments de réponse à cette question très très vaste. Ensuite on a une question de Éminence Grise qui pareil a une chaîne YouTube où il parle de littérature, de philo de manière très intéressante, et donc Éminence Grise qui me demande: d'après toi, que serait le monde si l'humanité se mettait à lire de la lecture sérieuse, philo, économie, théologie, politique, etc., comme il consomme tout le reste? C'est une vaste et difficile question, et en plus j'hésite à répondre parce que j'ai pas envie d'être condescendant. Moi mon problème c'est pas tant qu'on soit médiocre, parce qu'on peut tous l'être, c'est surtout que quand on l'est, il faut qu'on se rende compte qu'on l'est. Il faut faire d'autres choses à côté plus intéressantes. Et donc je sais pas en fait, pour répondre à ta question, à quoi ressemblerait le monde, mais je pense que ce serait probablement un peu moins le bordel que ça ne l'est aujourd'hui, ce qui veut pas dire que c'est la catastrophe, hein, moi je suis pas un pessimiste, mais voilà, il y a quand même des problèmes qui à mon avis seraient allégés par le fait de lire notamment un peu plus de philo. Alors ensuite on a plusieurs questions de MTX qui commencent par me demander Israël ou Palestine. Ok, peut-être pas cette question, je te confirme que ça va pas être pour cette FAQ, juste pour te dire que j'adore ton travail, bon machin, il y a des compliments, merci, hein, je les squeeze parce que ça me met mal à l'aise, mais ça me touche. Donc ma question sera: quel est ton projet actuel? Écrire un livre, soutenir un mouvement politique, bonne journée. Alors mon projet actuel, on l'a un peu évoqué avant, j'ai pas pour projet d'écrire un livre ni de soutenir un mouvement politique, c'est pas des choses que j'exclus, hein, mais c'est pas le projet actuel. Le projet actuel c'est simplement de développer cette chaîne, d'essayer de continuer à être régulier, d'être le plus rigoureux possible, et puis voilà, d'être dans un cercle un peu vertueux comme ça. Ensuite on a une question de Invitech qui me demande: que penses-tu de la vulgarisation et de la médiation culturelle scientifique sur YouTube? Trouves-tu que les méthodes employées sont les bonnes, que les formats sont adaptés? Je pense que la grande force de YouTube et d'internet en général, c'est qu'en fait il y en a pour tous les goûts, et ça rejoint un peu justement les questions que j'ai pu évoquer par rapport notamment à Antoine Goya, dont à la fois j'apprécie le contenu et en même temps j'ai certaines réserves par rapport à son ton. Et en fait ce qu'Antoine répond à ça, souvent, pas spécialement à moi, mais quand on lui fait ces remarques là, ce qu'il dit c'est en fait que justement il en faut pour tous les goûts, et qu'il y a des gens qui vont plus être touchés par une approche un peu agressive comme la sienne, et au contraire peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont plus aimer des choses un peu plus diplomatiques comme mon approche à moi, et tant mieux, c'est la richesse d'internet, c'est aussi ça quoi. Ensuite on a une question de MJ Rare qui me demande: est-ce que tu connais Joachim de la chaîne Padawam HD, qui fait des analyses de géopolitique et d'idéologie entre autres, et si oui, que penses-tu de lui? Merci de ta réponse. Alors je ne connais pas du tout, je suis désolé, sauf erreur, mais Padawam c'est pas la chaîne où il y a celui qu'Antoine Goya appelle les mots, il me semble que c'est ça. Mais en fait moi je connais pas du tout, et je connais pas donc Joachim non plus, mais je regarderai avec plaisir. Ensuite on a une question de Ezekiel qui me demande: ton avis sur la société du spectacle de Guy Debord. Comme il est structuré sous forme de, j'allais dire d'aphorisme, on va dire de propositions, tu peux facilement aller piocher dedans sans forcément tout relire, et c'est vrai que je l'ai pas relu intégralement depuis un moment. Malgré ça je trouve que c'est un livre très intéressant, et en particulier je trouve que c'est un livre très intéressant parce que on peut le réinterpréter à l'époque actuelle d'une façon un peu différente, notamment par rapport au développement de certaines technologies, les réseaux sociaux, etc. Et il a pas perdu
perdu de sa superbe, je trouve. Guy Debord, la société du spectacle, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a une question de Maxandre qui demande bioconservateur ou bioprogressiste. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des questions où j'ai dû me documenter un peu parce que je connaissais pas ces termes. Et en fait, ça fait référence aux questions liées au transhumanisme, qui est un sujet que je maîtrise pas, mais que j'ai un peu évoqué à la suite de ma lecture de Homo Deus, qui est un bon livre que je vous recommande. Alors pour faire court, le bioconservatisme, ça va être plutôt les tendances qui disent non, il faut pas trop toucher, par exemple au génome, il faut pas trop utiliser la technologie pour modifier le corps humain, et au contraire, les bioprogressistes sont plus justement transhumanistes, et eux disent, bah si en fait, on peut utiliser la technologie pour ça, c'est pas un crime de lèse-majesté de vouloir modifier la biologie humaine, en tout cas si c'est fait dans une dynamique, on va dire, éthique. Je me mettrais plutôt dans la seconde catégorie, moi c'est pas un mal d'utiliser la technologie de cette façon-là. Si t'es bioconservateur jusqu'au bout, bah, les prothèses par exemple, ou notamment les prothèses connectées, il faut dire non, tu vois. Et moi j'ai pas de problème avec ça, il y a des prothèses, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu des gens qui ont perdu un membre et on va leur mettre une main connectée où ils peuvent gagner en motricité digitale. Bon bah moi ça je trouve ça très bien, je vois pas où est le problème. Alors après, encore une fois, modifier le corps humain, il faut qu'il y ait un encadrement éthique évidemment, mais sur le principe je suis pas opposé. Et pour conclure, on arrive aux dernières questions, désolé si je vais un peu vite, mais j'essaye d'être le plus exhaustif possible tout en gardant un format un peu court. Et donc on arrive aux questions finales qui viennent de Zélian, que je salue, qui me demande, alors pour commencer tu me demandes, est-ce que tu es suisse avec 4 points d'interrogation, donc je pense que c'est un troll, je sais pas exactement pourquoi, mais non, je suis pas suisse, je suis français, mais j'ai un grand respect pour les Helvètes qui sont un modèle de démocratie. Après c'est plus facile, ils sont moins nombreux. Et après donc il y a d'autres questions de Zélian qui me dit, félicitations pour l'auditoire que tu constitues, est-ce que tu t'intéresses à l'histoire, aux questions historiographiques, quel que soit le domaine, poétique, philosophique, littéraire, socio-économique, histoire des mentalités, etc. Et trouverais-tu enrichissant d'entamer des discussions sur ta chaîne autour de tels sujets quitte à sortir de ton domaine qui semble plus purement philosophique et éthique? C'est des choses qui pourraient m'attirer clairement. Et en fait ça rejoint un peu ce que je disais plus tôt sur la cliodynamique. Bien sûr je trouverais ça enrichissant d'entamer des discussions sur ma chaîne autour de ce genre de sujet. Simplement, encore une fois, il faut le faire dans un cadre où c'est pertinent. Donc ça veut dire avec quelqu'un qui peut en discuter avec moi, qui peut m'éduquer sur ces questions-là, afin que en fait il y ait un format qui soit pédagogique pour justement les gens qui sont comme moi, qui connaissent pas le sujet et qui veulent le découvrir d'une manière qui soit enrichissante, quoi. Et c'était les dernières questions. Encore une fois, je voulais vous remercier de me les avoir posées, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et puis je voulais aussi vous remercier pour votre soutien, quel qu'il soit. Et évidemment, un merci particulièrement appuyé à ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Patreon. C'est grâce à vous que ce que je fais peut continuer à exister et se pérenniser. Voilà, je suis vraiment très reconnaissant de ça. Et du coup, on a fait le tour. Je sais pas comment conclure cette vidéo. Peut-être simplement en vous recommandant de prendre soin de vous, de faire attention à vos proches et de rester curieux. Et puis à la prochaine.